Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour le décryptage de l'actualité internationale. Élections législatives en Espagne, le scrutin est prévu ce dimanche. Selon les derniers sondages, la droite est la grande favorite. Après Lucas Papademos en Grèce, c'est au tour de Mario Monti en Italie d'obtenir le vote de confiance du Parlement. Ce vendredi, le gouvernement a obtenu 281 voix pour et 25 contre. Enfin, les indignés new-yorkais poursuivent leur combat. Des milliers de personnes ont célébré les 2 mois d'existence du mouvement, créé le 17 septembre dernier. Et nous sommes toujours en compagnie de M. Mamadou Alfassi Doubari, économiste, journaliste, essayiste guinéen, et notre éditorialiste François Dingo. Et tout de suite, l'info monde du jour, l'Espagne dans l'attente des législatives. L'Espagne va-t-elle passer à droite? Ce scénario pourrait se produire dès dimanche pour les élections législatives. Les électeurs jugent le parti de José Luis Zapatero responsable de la situation économique du pays. Fanny Bounichi. La droite, grande favorite des élections législatives anticipées en Espagne. Dimanche, les Espagnols sont appelés aux urnes pour élire leurs 350 députés et 208 sénateurs. Avec une crise économique qui se prolonge et 5 millions de chômeurs, le gouvernement socialiste devrait perdre le pouvoir. Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, souffrent d'une discréditation importante en raison de la crise financière. Monsieur Sarkozy ou Madame Merkel n'ont pas gagné une seule élection depuis que la crise a débuté. Les citoyens sont évidemment en colère contre leur gouvernement. S'ils sont élus, les conservateurs du Parti populaire devront mener une politique d'austérité afin de redresser l'économie. Dans la situation que nous vivons, les élections sont plus que jamais nécessaires. Nous ne pouvons pas prolonger cette situation plus longtemps avec 5 millions de chômeurs. Nous avons tous un grand désir, celui d'un gouvernement de changement. C'est un besoin national. Mariano Rajoy est pressenti pour diriger le nouveau gouvernement en cas de victoire du Parti populaire. François Dingo, si la droite arrive réellement au pouvoir en Espagne, avec la pression des marchés financiers, la nouvelle cure d'austérité pourrait faire mal et être mal acceptée par les Espagnols, comme c'est le cas actuellement en Grèce, par exemple. Au moins, ils auront choisi leurs dirigeants. On leur aura donné le choix des dirigeants qui vont mener l'action de leur pays au niveau économique. Mais parce qu'il y a des législatives. Oui, c'est ça. Le calendrier fait bien les choses. Oui, ils auront le choix. Et le gouvernement prendra les mesures qu'il juge nécessaires. Mais je crois que l'ampleur de la crise va dépasser ce gouvernement très vite. L'ampleur de la crise va dépasser l'Espagne. L'Espagne a une dette qu'elle ne peut pas payer. Et encore une fois, pour citer le travail du professeur Désiré Mandilou sur ce qu'il appelle la macroéconomique mondiale, la macroéconomie mondiale ne permet pas actuellement à l'Espagne et à l'ensemble de l'euro de pouvoir s'en sortir en l'état actuel. L'euro ne peut pas, c'est une impasse dans l'état actuel. Tous les pays de l'euro, ensemble, sont dans des situations économiques extrêmement difficiles avec des taux de croissance les plus négatifs qui soient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas la solution, mais tout simplement, nous pouvons constater que gouvernement de gauche ou gouvernement de droite, le résultat risque d'être le même. Et malheureusement, c'est la population d'Espagne qui va subir et continuer à subir. La cote de popularité de José Luis Zapatero est en baisse. Son avenir politique est-il remis en question, selon vous? Oui, je pense que d'abord, il va perdre les élections. Et il va partir. Et ce qu'on observe, c'est vraiment la dictature des marchés. C'est les marchés maintenant qui semblent gouverner les États. Regardez, en Europe, il y a déjà 5. Il y a eu la chute de 5 gouvernements en Europe. Et là, donc, Zapatero va partir. Et je crois que les peuples devraient entrer en guerre contre les marchés. Parce que c'est absolument intolérable que ce soit les marchés qui dictent. Encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Voilà, non, mais le problème de l'Europe, c'est quoi? Donc, l'euro a été constitué donc, par ces 17 pays. C'est une structure en fait qui est à l'air et qui ne repose pas sur terre. C'est-à-dire que cela aurait dû être accompagné d'une structure politique fédérale. Et c'est là la difficulté. Parce que les nationalismes se sont tellement cristallisés dans ces pays que c'est maintenant devenu impossible. Le fédéralisme est devenu quasiment impossible. Donc là, il y a une contradiction. On a une monnaie commune, il n'y a pas de politique budgétaire, monétaire commune. Voilà, et donc
C'est ça le grand problème de l'euro. Comment expliquer cette situation? Ah, mais c'est tout simple. Il a tout à fait raison. L'euro, c'est une monnaie sans État, et les États qui constituent l'euro, pour résumer, n'ont pas de monnaie. Autrement dit, on a mis la charrue avant les bœufs. Et modestement, dès 1999, nous avons écrit cela et nous avons en quelque sorte noté ces faiblesses de l'euro. Et ce n'est pas le modèle que nous avons proposé pour, par exemple, la monnaie commune africaine. En fait, dans l'économie mondiale actuellement, on se projette de l'extérieur par la capacité de sa monnaie. Or, l'euro n'a pas d'avantage comparatif latent, avantage qu'a par exemple les États-Unis d'Amérique avec le dollar, puisque le dollar peut se projeter à l'extérieur et ensuite ramener des ressources vers les États-Unis, ou bien la Chine avec le yuan, qui a un avantage comparatif latent ici en termes de coût de la main-d'œuvre et qui peut donc accumuler des réserves et ensuite projeter. Mais François Dengue, pour certains spécialistes, en réalité, la crise qui frappe les pays européens aujourd'hui, elle n'est pas consécutive à l'euro, mais à la dette, à la crise de la dette. Oui, la jonction... Et il pointe du doigt cette confusion. Non, la jonction entre les deux est la suivante. Vous pouvez voir que, par exemple, il y a des pays comme la Suède. C'est pour ça que l'exemple de la Banque centrale, tout à l'heure, la Suède ne fait pas partie de l'euro. L'Angleterre ne fait pas partie de l'euro. Mais l'Angleterre peut monétiser sa dette, c'est-à-dire que la Banque centrale d'Angleterre peut se permettre d'acheter les titres de la dette anglaise. Les États-Unis, c'est ce que les États-Unis font depuis Obama, avec les plans TARP et tous les plans de quantitative easing. L'Europe ne peut pas le faire parce que l'Allemagne, qui est le leader, s'oppose à la monétisation. Et ici, on a une ironie. La France est en train de tout faire pour que l'Allemagne permettre que la Banque centrale européenne puisse monétiser, alors que dans les pays CFA, justement, la France s'oppose à ce que, justement, le principe de la monétisation de la dette permet un financement des États. Donc, il y a un double langage de la France ici, et je crois qu'à la fin, peut-être que Mme Merkel et l'Allemagne sera amenée à accepter que la Banque centrale européenne joue le rôle qui est celui d'une banque centrale dans le cas de l'endettement public. En Italie, Mario Monti, au travail. Mario Monti, président du Conseil italien, obtient le vote de confiance des députés. Dans un discours, il a souligné que la priorité sera la situation dans la zone euro. Une réunion est prévue avec la chancelière allemande et le chef de l'État français, Aïssatou Diamanka Beslan. Un vote de confiance pour Mario Monti. Jeudi à Rome, le nouveau gouvernement italien a obtenu la confiance du Sénat avec 281 pour et 25 contre. Il me semble que Monti a rempli ce que le président Napolitano lui a demandé et bénéficie d'un large soutien parlementaire. Maintenant, il peut gérer cette phase très compliquée que traverse le pays. Il sera en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles cette grave crise peut être surmontée. L'économiste Mario Monti a prêté serment mercredi. Il a présenté un programme de rigueur juste et douloureux censé restaurer la crédibilité de l'Italie et éviter une crise de la dette. Dans une démocratie, quand un gouvernement s'effondre, on vote. Nous nous attendons maintenant à des mesures très difficiles. Nous attendons aussi de voir le contenu de ces mesures, mais nous savons déjà que la taxe foncière sera réintroduite et les pensions seront touchées. Même si cela ne suffit pas, avec cette volonté, nous attendrons les 25 milliards pour équilibrer le budget. Au moins 20 autres milliards seront encore nécessaires pour couvrir le déficit. Nous sommes vraiment inquiets. Vendredi, ce sera au tour des députés de se prononcer sur son programme, un vote qui devrait lui être acquis facilement. Mario Monti qui doit rencontrer le président français, la chancelière allemande, un mini-sommet qui devrait permettre à son pays, dit-il, de faire valoir ses droits. On a du mal à le croire, François Dengue. Oui, on a du mal à le croire parce qu'il s'agit d'un gouvernement technique. Un gouvernement technique dont c'est une opération entre une certaine caste gouvernementale, pour ne pas employer un mot qui n'a pas de connotation. Ce n'est pas un gouvernement. Vous avez entendu le député de la Ligue du Nord qui attendait des élections, comme par exemple ce qui s'est passé en Espagne. Ici, c'est un gouvernement, entre guillemets, de techniciens. Est-ce que les techniciens sont vraiment les plus aptes à résoudre un problème qui est de cette nature, qui est inédit? Il ne s'agit pas d'une petite dette. C'est un problème fondamental
de la structure et du modèle de développement économique d'Italie. Ceci dit, l'Italie a par exemple, par rapport à la France, des avantages. Si on regarde la dette italienne, la dette primaire, c'est-à-dire si on exclut le paiement de la dette, l'Italie est en équilibre budgétaire. Donc, la structure, c'est le poids de la dette de l'Italie qui fait que le paiement des intérêts devient exorbitant. Mais le déficit primaire italien est presque en équilibre, sinon excédentaire. Et en plus, l'Italie a un tissu de PME assez performant. Mais l'économie italienne en Italie ne pourra pas s'en sortir, puisque dans le cadre de la macroéconomie mondiale, comme je vous dis, c'est à l'extérieur qu'il faut aller chercher des ressources. Il faut exporter davantage, il faut exporter ses produits, exporter ses services. Et l'euro est un handicap majeur pour l'Italie dans son expansion internationale. Pourquoi l'obtention d'un vote de confiance est nécessaire? Et si le non l'avait emporté, qu'est-ce que cela aurait changé? Le non l'aurait emporté, il y aurait eu un peu de cafouillage. Mais dans la structure des combinaisons politiques italiennes, les Italiens se seraient retrouvés sur leurs jambes. Mais tout ceci serait resté, et malheureusement, au-dessus de la population. Je crois que dans des moments de crise, on a besoin de grands leaders, et ces grands leaders ne peuvent mener leurs actions que si ces leaders ont l'onction de la population. On poursuit avec le combat des indignés new-yorkais. Occupy Wall Street, un mouvement suivi dans plusieurs villes américaines. Il a débuté il y a 2 mois à New York. Jeudi, un rassemblement a réuni des milliers de manifestants à Manhattan. Plusieurs rues ont été bloquées par la police pour les empêcher d'atteindre la bourse. Fanny Mounichi. Le mouvement anti-Wall Street ne faiblit pas aux États-Unis. Jeudi, pour marquer le 2e mois d'existence de la contestation, les manifestants ont défilé sur le pont de Brooklyn à New York. Ils dénoncent toujours les inégalités économiques. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis largement sous-employé pour mon niveau d'instruction. Je crois que les privilégiés doivent assumer leurs responsabilités. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et policiers. Les autorités avaient barricadé plusieurs rues pour empêcher les protestataires d'atteindre la bourse. Vous savez, il y a beaucoup de policiers en tenue anti-émeute. C'est un mouvement pacifique et non violent. Des enfants comme des personnes âgées y participent. La réaction des autorités est excessive et le maire devrait avoir honte, en tant que maire et aussi en tant que membre du 1%. Le mouvement, né à New York, s'est depuis propagé à une vingtaine de villes américaines et compte bien poursuivre ses actions. Voilà, 99% que l'on vient de voir, parce qu'aux États-Unis, les 1% de la population les plus riches détiennent un tiers de la richesse nationale. Comment expliquer cette inégalité, pour ne pas dire fracture, François Dingoué? C'est le système économique et le système financier. Je crois que la financiarisation de l'économie depuis les 20 dernières années a accru les inégalités. Et l'exemple américain est presque caricatural. Vous avez donné ce chiffre de 1% qui détiennent quasiment, mais on peut dire, pour ce qui nous concerne par exemple, en tant qu'Africains, que les 2 blancs les plus riches possèdent plus que toute la population noire. Si vous ajoutez la richesse de Warren Buffett et de Bill Gates, elle dépasse la richesse de toute la population noire. Et ceci n'est pas surprenant, parce que le système bancaire, et c'est pour ça qu'ils attaquent Wall Street, ils ont raison, le système bancaire permet d'alimenter et d'enrichir les copains. Et ce n'est pas une métaphore. Pour la première fois, en juillet récemment, le Sénat américain a pu obtenir l'audit. La Banque centrale américaine, la Federal Reserve, a été créée en 1903. Pour la première fois, il y a eu un audit. Et cet audit a révélé que, secrètement, près de 16 000 milliards de dollars étaient imprimés et distribués à des copains dans des banques. Et même certaines banques françaises, dont la BNP et la Société Générale, ont reçu leur part. Donc, il y a un système d'une oligarchie financière qui s'est emparée du système financier et du système monétaire et qui accroît les inégalités aux dépens du bien-être général de la population. Monsieur Barry, que pensez-vous du mouvement des indignés et selon vous, est-ce que leur combat a des chances d'aboutir? Oui, voilà. Donc, le problème, c'est que économiquement, c'est marginal, mais politiquement, c'est central. C'est-à-dire que, vu ces inégalités qui se développent
au sein de ces pays, c'est-à-dire une toute petite minorité, n'est-ce pas, qui accapare la plus grande partie, n'est-ce pas, de la richesse nationale. Bon, en faisant payer les riches, cela ne va pas combler les déficits abyssaux et payer la dette, mais politiquement, c'est absolument essentiel, c'est fondamental. Il faut donc qu'il y ait plus de justice. Plus de justice, mais sinon parce que ça va exploser. Donc on parlait tout à l'heure de l'Italie. Donc c'est un progrès, Mario, c'est un progrès par rapport à Berlusconi. Berlusconi, on se demande, vu de l'extérieur, comment un tel homme a pu, n'est-ce pas, rester si longtemps à la tête du gouvernement de l'Italie, avec ses frasques, avec sa conduite immorale et tout ça. Donc, que le technocrate, là, c'est un net progrès, mais est-ce que, et nous allons voir que dans tous ces pays-là, il y a des technocrates qui arrivent au pouvoir, mais est-ce qu'ils vont réussir? Ce sera très difficile. C'est le retour des technocrates que certains dénoncent, hein, d'ailleurs, François Dengue. Oui, pour dire un dernier mot ici rapidement sur la situation américaine. La situation américaine, n'oublions pas que c'est le président Obama qui est au pouvoir. Il a hérité, ce n'est pas sa faute. Mais c'est très grave qu'il n'ait pas pu au moins diminuer la difficulté des Africains américains. Depuis 1984, le Labor Statistics publie les statistiques des inégalités et jamais les inégalités n'ont atteint le record actuel. Le revenu d'un blanc est de plus de 10 fois le revenu d'un noir. C'est inédit. Les taux de chômage qui est autour de 9% en général pour la moyenne, dans la communauté noire, pour les jeunes noirs en particulier, on a des taux de chômage de 42 à 45%. C'est une situation tout à fait catastrophique pour la population noire américaine. Et c'est tout à fait paradoxal que ceci se passe sous le premier président africain-américain. C'est une leçon que nous devons voir et peut-être étudier un peu. Est-ce que c'est la faute du système américain tel qu'il est conçu et de ce qu'on appelle, entre guillemets, les valeurs américaines que certains veulent exporter, entre autres, sur le continent africain? Cela mérite réflexion. Et tout de suite, le zoom de la rédaction. La reconstruction de l'armée haïtienne, une priorité pour le gouvernement. 25 millions de dollars seront nécessaires. Cette décision a été prise par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour l'armée en 1994. Aujourd'hui, c'est le président Martelly qui veut revoir le décret et faire le retour de l'armée. François Dengue, cette question simple, face à la pauvreté, à l'urgence, la reconstruction de l'armée, est-ce que ça doit vraiment constituer une priorité en Haïti? Je ne crois pas. Mais ne pas avoir une armée, est-ce que ce n'est pas une menace pour un pays? Haïti ne peut pas, encore une fois ici, il faut s'insérer dans des alliances. Et sinon, on a une espèce d'armée d'opérette qui ne pourra pas faire le poids et qui, au contraire, va coûter cher. Donc, je crois que Haïti a intérêt à créer des alliances militaires avec ses voisins ou avec ses rivaux pour pouvoir mutualiser la défense de son territoire. Parce qu'avec 25 millions de dollars, on imagine que cet argent peut servir à d'autres financer d'autres priorités, à relancer le pays. Les victimes du tremblement de terre n'ont pas encore été complètement dédommagées. Donc... Tout de suite, le reste de l'actualité mondiale, en bref. Dossier du nucléaire iranien, l'Agence internationale de l'énergie atomique planche sur une résolution contre l'Iran. Le sujet était au centre des discussions des délégations des 35 États membres du Conseil ce vendredi. Mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente des Philippines, Gloria Macapagal-Arroyo, est poursuivie pour fraude électorale entre 2004 et 2007, une accusation passible d'une peine de réclusion à vie. Enfin, 82 milliards de dollars, c'est le montant des investissements directs étrangers en Amérique latine. Ils ont augmenté de 54% au premier semestre 2011. François Dengue, que vous inspire l'arrestation de l'ancienne présidente des Philippines? Enfin, je ne sais pas si elle est déjà arrêtée. Encore. C'est bien que la justice passe. Il faut toujours, nul ne doit être au-dessus de la loi. Et il faudra que qu'elle soit jugée selon les règles de l'art, et si elle est jugée coupable, la loi de son pays devra s'appliquer. Voilà, monsieur... Permettez que je revienne sur l'armée haïtienne. Ouais. C'est vraiment absurde. Pourquoi un pays, n'est-ce pas, insulaire, aurait besoin d'une armée? Ce pays peut se passer d'armée. Il y a même d'ailleurs en Amérique latine, je crois, le Costa Rica, qui n'a pas d'armée.
Je ne vois pas à quoi sert l'armée dans un pays, dans une île. Je ne vois pas d'où viendrait le danger pour qu'il soit nécessaire de constituer une armée. Merci Monsieur Barry. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous.